c'est parfait, on est bon, stop, tchac, c'est parti. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un film culte, un film qui a marqué l'histoire du cinéma et au-delà a influencé la culture populaire. Tu as fait une grande carrière criminelle, tu t'es fait tout seul, tu es un autodidacte. Et je leur ai répondu que non, j'avais un conseiller technique, un prof de fac, une sorte de mentor, et il s'appelle Michael Mann. Que ce soit de Redouane Faïd pour réaliser ses propres braquages, les séries, les jeux vidéo ou tout simplement d'autres films. Hit de Michael Mann, sorti en 1995, est reconnu comme un chef-d'œuvre du cinéma, aussi bien pour la qualité de son intrigue que pour le réalisme de ses scènes d'action. Et d'ailleurs, en fait, pas uniquement des scènes d'action, mais bien aussi de l'ensemble du film, et c'est notamment ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, à l'occasion de la sortie du livre Hit 2, écrit par le réalisateur et disponible depuis le mois d'août dernier, on va se pencher sur l'histoire du film, sa réalisation, ses secrets de tournage et ses anecdotes pour que vous sachiez tout ce qu'il y a à savoir sur ce classique des années 90. Et si vous n'avez jamais vu Hit, arrêtez cette vidéo maintenant et foncez le regarder, idéalement en 4K sur un grand écran pour le vivre comme au cinéma. En fait non, même mieux qu'au cinéma, et ça, je vous en reparle tout à l'heure. C'est tellement plus chouette de regarder un film sans rien en connaître, alors ne vous privez pas de ce bonheur et foncez le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Si vous aimez nos vidéos, pensez à vous abonner dès maintenant et surtout, activez les notifications. Bon, maintenant que tout ça est dit, on peut démarrer. Pour commencer donc, il faut savoir que Hit a été tourné en 2 fois et que Michael Mann, qui a non seulement réalisé mais aussi écrit le scénario, s'est inspiré de faits réels. Tout commence dans les années 70. Dans sa ville natale de Chicago, le jeune Michael Mann fait la rencontre d'un policier nommé Charles Adamson. Michael and I had a mutual friend in Chicago. Chuck and I became very close friends, and Chuck was a detective in Chicago in a kind of a major crime unit. Ce flic vétéran lui parle de son expérience et des enquêtes incroyables qu'il a vécues, notamment la rencontre et la relation singulière qu'il a eue au début des années 60 avec un braqueur. Ce braqueur, du nom de Neil McCauley, nom que reprendra le personnage interprété par De Niro dans le film, avait un profil très particulier. Lorsqu'Adamson entend parler de McCauley, celui-ci a déjà passé 25 ans en prison, dont 9 à Alcatraz, l'une des prisons les plus dures des États-Unis, et 4 au mitard, en isolement total. Après avoir passé autant de temps derrière les barreaux, cela a fait réfléchir McCauley qui en est venu à s'imposer une rigueur de tous les instants, le rendant plus professionnel et méticuleux que jamais. Il pèse chaque coup en termes de risque et de rendement. Si le risque est trop grand, il n'y va pas. Si le risque est élevé, mais que la récompense l'est encore plus, il se prépare dans les moindres détails. Et si quelque chose lui semble bizarre, il est prêt à tout arrêter et perdre son investissement. Et ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Bref, McCauley était quelqu'un de méticuleux, organisé et d'une discipline à toute épreuve. Un jour, lorsqu'Adamson aura un tête-à-tête avec McCauley et lui demanda pourquoi il ne va pas commettre ses crimes ailleurs qu'à Chicago, le braqueur lui répondra tout simplement qu'il aime bien cette ville. So I said to Neil, why don't you go somewhere else and cause trouble? And he said, I like Chicago. You know? It was just real simple stuff. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur les points communs entre le film et la réalité. Avec toutes ces histoires de la vie d'Adamson emmagasinées, Michael Mann s'est retrouvé avec suffisamment de matière pour rédiger une première mouture du scénario de Hit dès 1979. Et au-delà même des événements, c'est la relation entre le criminel et le policier qui inspire d'autant plus le réalisateur. Car ce qui définit Hit comme un film unique en son genre, c'est de ne pas s'intéresser uniquement au braquage et à la chasse entre les personnages, mais bien aussi de montrer leur vie privée. On plonge donc dans la relation amoureuse à bout de souffle d'un flic dévoué à son travail, tandis que l'on voit McCauley se laisser emporter par une relation amoureuse qui va à l'encontre de tous ses principes. Au début des années 80, Michael Mann est inconnu au bataillon et personne ne lui accordera le droit de réaliser ce film qu'il a finalement écrit durant plusieurs années. Après avoir réalisé Thief, le solitaire en français, il modifie et ajuste le scénario pour le laisser à nouveau reposer quelques temps. Puis avec sa notoriété grandissante durant les années 80, il a enfin la possibilité de le réaliser en 1989. Mais son scénario sera adapté sous la forme d'un téléfilm pilote. Le pilote d'une série étant l'épisode test pour savoir si on en fait une série ou non. They make one show. That show's called a pilot. Then they show that one show to the people who pick shows. Pour que l'épisode dure le temps du format d'un téléfilm, le scénario original de 180 pages est alors réduit à 70 pages. On retrouve ainsi 40% du scénario de Hit dans le téléfilm qui s'appellera LA Takedown. Celui-ci prendra 10 jours de pré-production et 19 jours de tournage à réaliser. Le jeu d'acteur n'a pas grand-chose à voir avec le spectacle que présente Hit, mais malgré plusieurs scènes qui disparaissent dans LA Takedown, de nombreuses scènes sont incroyablement ressemblantes. Je reviendrai sur le sujet un peu plus loin dans cette vidéo. Alors après le succès du film Le Dernier des Mohicans en 1993, Michael Mann et son producteur Art Linson travaillent sur un scénario qui ne les mène pas vraiment loin. Mann lui montre alors le scénario qu'il avait peaufiné de Hit. Et pour la petite histoire, cet échange entre Mann et Art Linson a eu lieu au Broadway Daily,
lieu dans lequel sera tournée la scène de la rencontre entre Macaulay et Eddie. Et c'est ainsi que dès 1994 débutera la pré-production de Heat. Avec un scénario solide, parfaitement ajusté et les moyens de pouvoir créer un véritable film aussi profond que spectaculaire, avec des acteurs de haut vol, le producteur Art Linson envoie le scénario à Robert De Niro qui accepte le projet et le passe à son copain Al Pacino en lui demandant quel personnage il souhaiterait interpréter. Michael Mann, de son côté, a déjà une vision assez claire de ce qu'il imagine, à savoir De Niro dans le rôle de Macaulay et le flic Vincent Hanna, joué par Al Pacino. Heat a la particularité de décrire un Los Angeles habituellement imperceptible dans les films, avec des quartiers et des paysages très différents et des ambiances marquées qui les différencient les unes des autres. Sur 107 ou 108 journées de tournage, on retrouve 97 lieux de tournage. C'est colossal et c'est ce qui permet aux spectateurs de ressentir autant de diversité d'atmosphères dans un même film. Autant d'atmosphères qui sont d'ailleurs liées à leurs personnages ou inversement. Les amis, petit aparté pour vous parler de notre partenaire pour cette vidéo, AV Concept Products. Bon, AV Concept Products, en fait c'est nous, et nous en fait on aime le cinéma et on aime tellement le cinéma qu'on en a fait notre métier et on fait en sorte que vous puissiez chez vous profiter d'une qualité cinéma comme vous n'avez encore jamais vu auparavant, même meilleure que ce que vous pouvez obtenir dans beaucoup de salles de cinéma, parce qu'on crée des installations dans votre salon, dans votre cave ou dans votre grenier pour que vous puissiez en profiter de la meilleure manière possible. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous souhaitez obtenir chez vous, dans votre cave ou dans votre grenier ou dans votre salon, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne AV Concept Products pour voir des astuces pour vous créer votre installation vous-même ou pour que tout simplement on puisse venir chez vous créer votre installation aux petits oignons. Maintenant, on peut reprendre la vidéo, on continue. Au casting, on retrouve donc Al Pacino dans le rôle du flic Vincent Hanna, Robert De Niro dans le rôle de l'antagoniste Neil Macaulay et son équipe de braqueurs associés et composée de Val Kilmer, que je ne vous présente pas, de Tom Sizemore, moins connu mais présent dans le film comme True Romance, Stranger Days ou encore Il faut sauver le soldat Ryan. Danny Trejo des pubs Old El Paso, Je rigole, que vous connaissez de Machete, Union d'Enfer ou encore Desperado 2, bref, un acteur apprécié de Robert Rodriguez. Et chose notable, l'acteur Xander Berkeley, dont le nom ne vous dit probablement pas grand chose, mais qui est le seul acteur à jouer à la fois dans le téléfilm LA Takedown, dans le rôle de Wayne Grow, et dans Heat, mais cette fois dans le rôle de l'amant de la femme de Hannah. Xander, dont je suis sûr dont vous vous souvenez du rôle dans Terminator 2, puisque c'est lui qui s'est fait empaler par le T-1000. Du côté des rôles féminins, on retrouve la jeune Natalie Portman qui interprète Lorraine, la belle-fille de Vincent Hanna. Le personnage de Nate, interprété par Jon Voight, est en réalité un triple hommage. D'abord parce que le personnage qu'il interprète représente celui d'Edward Bunker, l'ancien braqueur devenu romancier, scénariste et consultant pour le film de Michael Mann. Le nom de Nate est lui un clin d'œil à Nate Grossman qui, dans les années 70, a présenté Adamson au réalisateur et qui, en définitive, a permis de créer le scénario de Heat. À ce sujet, si vous aimez les films de Tarantino, vous avez déjà vu Eddie Bunker puisqu'il s'agit de Mr. Blue dans Reservoir Dogs. Pour finir sur le sujet, le troisième hommage, c'est la manière dont Jon Voight a accepté le rôle dans Heat. And I talked to Michael. I said, Michael, you know, this character is very specific, and I think there are guys walking around that you could get to be very authentic for this character. He said, yeah, but John, you know, then we wouldn't get a chance to work together. That was such a nice compliment to me, you know, that he wanted to work with me. And with that said, I said I'd throw in and do it with him, you know. La période de pré-production va durer 3 mois et ce temps est mis à profit d'une incroyable préparation à tous les niveaux. C'est cette préparation qui permet d'obtenir un résultat final aussi authentique et soigné du film. D'ailleurs, comme je le disais précédemment, les lieux de tournage sont tous très différents les uns des autres et dépeignent un Los Angeles méconnu du public. Ensuite, parce qu'aucune scène n'est tournée en studio, et ça participe énormément au côté authentique de Heat. L'autre aspect majeur, c'est la préparation des acteurs. L'ensemble d'entre eux ont énormément échangé avec de véritables flics ou voyous en fonction de leur rôle dans le film. De Niro, Al Pacino et le reste des équipes de flics et malfrats sont donc entraînés pendant 6 semaines sur un terrain de tir. Ce terrain est construit à l'échelle de la rue de la Fusillade de Los Angeles en grandeur nature. Là-bas, les acteurs tirent à balles réelles et apprennent à se comporter comme leur personnage l'implique. Les acteurs qui interprètent les braqueurs sont formés à se déplacer et à s'organiser comme de vrais criminels. L'équipe de braqueurs se rendra même dans une vraie banque pour faire un repérage. Ils sont alors équipés de vraies armes, certes sans munitions, mais doivent faire le repérage sans se faire détecter. Seule la direction de la banque et les agents de sécurité étaient au courant. Tandis que les policiers, et surtout Al Pacino, sont formés de la même manière avec des techniques qui leur sont propres. Chuck Adamson, l'ancien flic, et Eddie Bunker, l'ancien braqueur, passent ainsi pas mal de temps avec Al Pacino à réaliser de faux interrogatoires, ce qui servira notamment dans les scènes où Hannah interroge les indices.
L'acteur et le réalisateur se concentreront aussi sur un travers qu'est censé avoir Anna et qui permet de mieux comprendre les réactions explosives du personnage qu'il peut avoir pendant le film. Mais ça, j'y reviens dans quelques instants. She got a great ass, and you got your head all the way up it. Du côté féminin, Ashley Judd, la femme de Val Kilmer dans le film, passera elle plusieurs semaines à rencontrer des femmes de criminels. Des femmes qui se sont prostituées pour garder leur foyer à flot pendant que leur mari était en prison. L'idée était de s'imprégner de la manière dont elle doit réagir face à son mari, ancien tôlard et jeune papa. Et pour couronner ce travail de préparation ultra consciencieux, avant même la phase de pré-production, Michael Mann s'est rendu chaque week-end du soir au petit matin sur des lieux de braquage et de crime. Il accompagnait Tom Elfond, commandant de la police de Los Angeles et consultant dans la production du long métrage. On le verra d'ailleurs apparaître en caméo vers la fin du film. Vous l'avez compris, cette production est préparée avec autant de soin que les cases des braqueurs. Le film démarre avec le braquage du fourgon blindé, fourgon qu'il faudra trafiquer au niveau du toit en lui ajoutant des poids supplémentaires pour qu'il puisse réellement se retourner comme on le voit à l'écran. Donc ne faites pas ça à la maison. Comme je le disais tout à l'heure, le réalisme de Heat provient autant des décors réels utilisés pour le tournage, une centaine d'endroits pour une centaine de jours de tournage, que de la profondeur psychologique des personnages et des relations qui les font interagir ensemble. Comme les pièces de théâtre et la plupart des films, Heat est composé de 3 actes. Et c'est lorsque chaque plan et chaque parole est uniquement gardée pour le bien de l'histoire, sans jamais rien laisser en trop, que l'on peut obtenir un bon film. Les 30 premières minutes représentent le premier acte. Elles nous présentent l'intrigue de l'ensemble des personnages. Macaulay est un homme méthodique et froid. Il agit comme une machine ou un prédateur, focalisé sur son objectif et sans se laisser distraire par des éléments extérieurs. Ce côté froid et dépouillé est particulièrement illustré lors de ce plan. Plan mythique qui est un hommage direct au tableau du peintre canadien Alex Colville. Macaulay et son équipe habituelle font appel à Waingro, qui représente tout l'inverse de la philosophie de la bande et surtout de Macaulay. L'organisation parfaitement chorégraphiée de chacun des braqueurs permet de cerner instantanément la philosophie du groupe. Faire un travail soigné, rapide et sans bavure. Tout l'inverse de Waingro. Le regard glaçant de Michael Chiarito dans le restaurant retranscrit en un instant l'assurance de ses braqueurs professionnels. Macaulay doit faire disparaître Waingro puisque tôt ou tard, il deviendra nuisible. Soit en se faisant prendre dans un prochain coup car il prend trop de risques et se fera forcément arrêter, soit en balançant ses coéquipiers à d'autres criminels. De l'autre côté, en seulement quelques plans, on comprend que Anna est totalement absorbée par son métier. Et contrairement à tellement de professionnels qui arrivent à compartimenter leur vie entre un boulot difficile et une vie de famille, lui ne veut et ne peut pas devenir insensible. C'est précisément ce qui fait capoter son mariage. Puis à la 27e minute, les choses commencent à déraper pour Macaulay, puisque c'est le moment où il commence à fendre l'armure et à dévier de sa rigueur. Et à la 31e minute, il embrasse Eddie et lui apporte un verre avec une serviette en papier autour. Cette attention qui représente tout l'inverse du personnage de Macaulay signe la fin du premier acte. Pour démarrer le deuxième acte, arrive ensuite l'interrogatoire de l'indique par Anna. Celui qui n'existe plus aujourd'hui était à l'époque un véritable garage clandestin où se déroulaient des combats de coqs et des combats de chiens. C'est donc ici que les techniques d'interrogatoire transmises par Elfmond et Bunker permettent de créer une scène à la fois impressionnante et réaliste. Puisque ce que fait Anna, c'est déstabiliser son interlocuteur à chaque instant de la conversation. Car comme l'expliquent Adamson et Bunker à Michael Mann, les indiques ont naturellement tendance à mentir et à retranscrire les choses dans leur intérêt à eux. Mais au-delà d'interrogatoires musclés, Al Pacino et le réalisateur s'étaient mis d'accord sur le fait que Anna tapait de la coke. Alors non, on ne le voit jamais en prendre, mais les scènes où vous le voyez péter un plomb sont directement liées à cette fâcheuse habitude. Give me all you got! Listen. Give me all you got! It's my motherfucking time! I hear. What the fuck you gotta tell me? Lorsqu'Anna arrive sur la scène de crime, la mère de la jeune fille prostituée veut voir le corps de son enfant. Mann nous montre à nouveau l'implication du policier dans son travail. Il aurait pu, comme ça arrive tellement souvent, lui dire de se calmer et lui dire que l'enquête suit son cours. À la place, il préfère étreindre la femme pour lui éviter de lui laisser voir le cadavre de sa fille. La scène du premier casse-loupé est elle aussi directement inspirée de l'expérience d'Adamson, lorsqu'il était sur la piste de Macaulay. À la différence près qu'il s'agissait d'un grand magasin et le policier qui a fait du bruit n'était pas assis dans un fourgon à l'extérieur, mais était allé se soulager. And once you get into a place like that, you can't move around. To this day, I'll never understand what it was that possessed the detective to get up and walk to the washroom, because he couldn't stand sitting in this one position anymore.
À partir du moment où le braqueur a entendu un bruit suspect, il a directement remballé et ordonné à toute l'équipe de partir sur le champ. Cette scène montre une fois de plus la rigueur à laquelle s'attache Macaulay. Rigueur qui lui permet de continuer ses braquages sans jamais se faire arrêter. Le passage qui suit, bien qu'il ne soit pas tiré d'un événement réel, représente ce que faisait aussi le vrai Macaulay. Il voulait toujours savoir qui était sur ses traces et savoir précisément de qui il s'agissait pour adapter sa réaction en fonction. Ici, c'est Ned qui récupère les infos pour Macaulay et le brief sur la situation. Ce qui participe un peu plus à la solidité de l'histoire, c'est que l'on comprend au travers de cette conversation que Hannah est un ancien militaire. Détail qui prendra tout son sens dans la scène de la fusillade qui suit un peu plus tard. Arrive ensuite la scène de la confrontation entre Al Pacino et De Niro. C'est à l'époque la toute première fois depuis plus de 30 ans de carrière que les deux acteurs jouent ensemble dans une même scène. Et avant d'en arriver là, parlons de comment cette scène a été amenée par Michael Mann. Dans le film, Hannah suit Macaulay en voiture jusqu'à venir l'arrêter pour lui proposer d'aller boire un café. Cet événement s'est réellement déroulé, mais un peu différemment. Le flic et le voyou se sont en fait croisés sur un parking de supermarché. Chacun était alors prêt à dégainer son arme pour une confrontation directe sur le bitume. Adamson a calmé la situation, puis il a proposé à Macaulay d'aller boire un café ensemble. C'est là qu'en fait le téléfilm tourné en 1989 est plus proche de la réalité, puisqu'on retrouve dans la scène les deux personnages sur un parking de supermarché prêts à dégainer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu LA Takedown et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Maintenant, pour en revenir à la scène de la confrontation au restaurant. Scène qui a bien eu lieu donc, qui est d'ailleurs, elle, totalement identique entre LA Takedown et Heat. Well, there's a flip side to that coin. There's a flip side to that coin. Et qui, d'après Adamson, contenait une conversation très proche de celle que l'on voit dans le film. So I said to Neil, you realize that one day you're going to be taking down a score and I'm going to be there. Then he said, well, look at the other side of the coin. I might have to eliminate you. And I remember the very last thing I said to him was, I'm sure we'll meet again. You know, I just said to myself, I wonder where this is going to lead us. Le début de l'échange démarre d'ailleurs par le pédigré consigné par Hannah. Celui-ci ressemble, à peu de choses près, à celui du vrai Macaulay. Pour tourner cette scène, Mann utilise plusieurs caméras. Elles sont disposées autour des acteurs pour obtenir la plus grande variété d'angles possible. Al Pacino et De Niro expliqueront plus tard qu'ils ont décidé de tourner cette scène sans répétition en amont. Les deux acteurs se connaissent et ne veulent pas perdre l'authenticité de jouer cette première fois ensemble en étant trop préparés. Michael Mann décide de garder principalement les plans de la 11e prise et ne choisira aucun plan réunissant les deux acteurs dans le même cadre. Le spectateur reste ainsi captif du regard subjectif de la scène. Passons à travers une série de chant contre chant, d'un personnage à l'autre. Cette conversation fait réaliser à chacun des deux hommes qu'ils sont comme les deux faces d'une même pièce. Tous les opposent, mais ils sont unis par le lien de l'engagement total dans leur travail. Ils se respectent pour ça et eux deux seuls sont capables de se comprendre mutuellement. Ce passage, qui se déroule précisément à la moitié du film, dessine les contours de comment les choses vont se gâter pour Macaulay. Comme si le fait d'admettre à une femme à qui il tient, mais s'engage à s'en séparer si c'était nécessaire, prédisait ce qui allait se passer par la suite. Et arrêtons-nous un instant sur ce thème du destin qui est tellement présent dans le film. Et surtout, comment il est parfaitement articulé grâce à la mise en scène et la présentation des personnages. Car le coup de génie de Mann ici est bien de condenser la richesse des personnages d'une série complète en un film d'à peine 2h40. Durant le premier acte dont je vous parlais tout à l'heure, Mann nous a parfaitement fait comprendre qui sont l'ensemble des personnages, leurs problèmes et leurs enjeux. Et tout ça sans dialogue à la con. Vous savez, les conversations téléphonées où un personnage résume tout ce qu'on est censé savoir dans un dialogue totalement improbable. Non. Tout ça juste grâce à quelques échanges qui sont parfaitement réalistes. Macaulay est totalement coupé du monde extérieur, il est focalisé sur la réalisation de braquage parfait. Shearlis est un joueur maladif et endetté, papa d'un enfant et amoureux d'une femme forte qui l'a suivi dans toutes ses galères. Don Bridan est aussi un ex-tolard et il tente de se réintégrer dans la vie civile. Mais son entrée en matière, dès l'instant où il commence à bosser au restaurant, sera terrible. Et c'est là qu'on en revient à la thématique de Mann dans Heat, c'est le destin. Ou plutôt l'idée que le destin n'est que le résultat des décisions que l'on prend. Don, par exemple, après sa sortie de prison, ne veut pas se retrouver être un gars comme les autres. Il s'en trouve d'autant plus mal d'être injustement maltraité au restaurant. L'arrivée de Macaulay dans les lieux et surtout la décision qu'il prendra scellera son sort. Petite note intéressante, si vous avez le Blu-ray du film, vous avez un aperçu de ce qu'il se passe dans les coulisses de l'appel de Trero à Macaulay, puisque cette scène coupée au montage montrait précisément ce qui se déroulait en réalité. Dans la version finale du film, Mann nous le suggère plus subtilement. On se doute qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi. Arrive ensuite le braquage de la banque. Ici encore, la façon de tenir les armes est parfaitement cohérente et réaliste. Les braqueurs tiennent en joue les otages et relèvent les armes dès qu'ils ont face à eux leurs coéquipiers. Les gilets pare-balles et les munitions qui y sont accrochées sont à la hauteur de la fusillade qui va suivre. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait Eddie Bunker à Mann et qui l'amena à cette scène de fusillade au cœur de Los Angeles. The police are used to having overwhelming force. They're not assaulted
by an equally well-armed, well-trained force. Also, when you're in a situation that Neil McCauley finds himself in, time is against you. You have to get out, and you have to get out fast. L'entraînement était si bien intégré que les Marines utilisent ce passage comme un exemple de réactivité et d'organisation pour leur propre formation. Dès le début de la séquence, la tension est rendue palpable par la bande-son d'Elliot Goldenthal. Goldenthal qui crée d'ailleurs la bande-son pour l'ensemble du film, à l'exception de 2 moments particuliers dont je vous reparlerai dans quelques instants. Comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les scènes sont tournées dans de vrais environnements. Après avoir suivi un entraînement de plusieurs semaines avant le début du tournage, l'équipe a ensuite aussi tourné cette scène durant plusieurs semaines. D'abord, l'intérieur de la banque est un lieu différent de celui que l'on voit lorsque les braqueurs sortent du bâtiment. We were only allowed to shoot on Saturdays and Sundays. Every weekend we'd have to pull in there, get everything set up, and then pull out of that sequence. La séquence de la fusillade a donc été tournée sur 5 semaines en ne filmant chaque fois que le samedi et le dimanche. Ce qui évidemment suppose que les équipes de tournage installent, puis retirent, puis réinstallent parfaitement tous les éléments de la scène. D'ailleurs, toujours dans la même quête de réalisme, l'ensemble des tirs que l'on entend durant cette séquence sont les vrais sons des armes sur les lieux. Il n'y a pas de post-production sonore, chose qui est suffisamment rare dans un film pour être notée. Et si vous faites attention, vous vous rendrez compte que les policiers tirent des balles une à une. Ils veulent évidemment à tout prix éviter une bavure, alors que les braqueurs, eux, tirent en rafale pour causer un maximum de dégâts. Et pour l'anecdote, dites-vous qu'à chaque prise, c'était entre 800 et 1000 balles qui étaient consommées. À partir de la 2e heure de film démarre le 3e acte. Charlène est prise au piège par la police à cause de son amant. Comme un rappel de la règle énoncée par Macaulay, c'est en réalité Charlène qui doit prendre la décision de tout plaquer pour son homme. Elle décide de le protéger en sachant qu'elle ne pourra vraisemblablement jamais le revoir. Et c'est encore une fois grâce au scénario précis de Mann que la réaction de Charlène fait sens. On sait que c'est une femme forte qui s'est battue pendant que son compagnon était en prison. Lorsqu'elle fait signe à Shirley de partir, à aucun moment cette action semble sortir du réalisme du film. Une autre séquence tirée de la vraie vie de Chuck Adamson se déroule lorsque Hannah rentre à la maison et tombe alors nez à nez avec l'amant de sa femme. Et dans cet énervement froid, le flic dit que tout est ok, pas de galère. Mais qu'en aucun cas il a le droit de regarder sa putain de télévision, vous ne la regardez pas. Ciel. Okay. Car en réalité, tout comme Hannah dans le film, l'endroit où Adamson vivait, qui était chez sa femme plus que chez lui finalement, le seul objet qu'il possédait réellement, c'était cette télé. On en revient à nouveau à la dualité de la relation des deux antagonistes. D'un côté, Macaulay qui pour la première fois crée une relation avec une femme, et Hannah qui, toujours happée par son travail, n'en finit pas de gâcher ses relations. Alors même que l'on sait qu'il en est déjà à son 3e mariage. D'ailleurs, quand Hannah rentre dans sa chambre d'hôtel un peu plus tard, il n'aperçoit pas la flaque d'eau sur la moquette. Il pense juste à cette journée et au fait que Macaulay lui a échappé. Et cette scène qui arrive résume finalement la vie de Hannah. La belle-fille de Hannah, qui est délaissée par son père biologique, attend de Hannah qu'il soit son père de substitution. Et bien qu'il soit touché et concerné par le bien-être de cette belle-fille, il ne peut tout simplement pas lâcher prise. En réalité, le spectateur est à l'image d'Hannah. Nous, comme lui, n'avons pas vu le temps passer depuis que nous n'avons pas vu Lorraine. Car comme Hannah, on a été happé par les événements. Jusqu'à cette scène, où se produit ce que l'on peut décrire comme la pire chose qui puisse arriver à un parent. Cette scène, au-delà de son aspect intrinsèquement dramatique, montre plus profondément la situation de Hannah. Il est prisonnier de son travail, et malgré le fait qu'il reste sensible au monde et au malheur extérieur, il n'arrive tout simplement pas à lâcher prise. Lorsque Macaulay prend la voiture pour s'enfuir avec Edie, il se retrouve face à un dilemme. Son comportement et surtout sa rigueur ont tellement dévié depuis le début du film qu'il n'est plus capable de contrôler ses émotions. Puis le moment où il passe sous le tunnel est selon Mann le moment pivot. D'ailleurs, pour filmer ce court passage, Mann et De Niro ont tourné 3 nuits consécutives. Tout ça pour trouver le regard qui correspond parfaitement à l'émotion que doit avoir Macaulay. Et lorsque Macaulay arrive ensuite à l'hôtel pour tuer Waingro, ce passage mérite qu'on s'y arrête aussi un instant. D'abord parce que cette séquence, bien qu'avec un déroulement différent, est aussi présente dans LA Takedown. Ensuite, surtout aussi parce que Waingro, comme beaucoup de personnages du film, est inspiré d'un vrai voyou. Après avoir trahi ses collègues, le vrai Waingro a été trouvé cloué dans une cabane près de Mexico. Sympa. Le face-à-face de fin qu'on attend depuis le début nous fait prendre conscience à quel point nous sommes perdus au sujet du parti pour lequel nous sommes. En général, dans un film, qu'on soit du côté des bons ou des méchants, on sait instinctivement de quel côté se placer. Dans Heat, tout ça est très flou et c'est volontairement flou. He creates a character you start to root for even in his badness. That's a very hard thing to do. Very few actors can do it. By the end of the movie, you almost want him to live instead of Al Pacino. It's part writing, it's part what Michael did. Personnellement, à chaque fois que je revois ce film, je suis triste de voir Macaulay mourir. Cette séquence mythique de fin tournée sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles ne serait plus possible aujourd'hui à cause des lois antiterroristes. Les préconstruits ont été ajoutés pour créer le duel et l'effet d'ombre et lumière qui amènera Hannah à neutraliser Macaulay.
Ce passage est celui de la rencontre entre Macaulay et Anna. Au milieu du film sont les deux seuls moments où l'on entend la musique de Moby. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est comment est mort le vrai Macaulay. Spoiler, c'était beaucoup moins homérique que ça. Le mercredi 25 mars 1964, après une préparation minutieuse, Macaulay et sa bande se lancent dans le braquage d'un magasin d'une entreprise de production de thé. C'est le jour où l'entreprise échange ses chèques contre du cash. Le plan est donc de récupérer le cash qui arrive en fourgon ce même jour au magasin. Ce que Macaulay ne sait pas, c'est qu'Adamson avait reçu l'info sur ce braquage. L'ensemble du périmètre est donc totalement envahi par les policiers en surveillance discrète. Une fois le cash déposé en magasin, les braqueurs entrent dans les locaux pour s'emparer de l'argent. L'ensemble des employés sont terrorisés, ont les mains levées et attendent que le cauchemar se termine. Pendant ce temps, un chauffeur est prêt à démarrer dans une voiture qui permettra au groupe de s'échapper. Adamson ordonne à ses coéquipiers de ne pas réagir pour éviter un bain de sang. Lorsque Macaulay aperçoit Adamson et le reste des flics en sortant du magasin, il se met à leur tirer dessus en même temps que ses coéquipiers. S'ensuit un échange de tirs. Les braqueurs sont pris au piège. Ils fuient au travers de maisons et de jardins dans le quartier résidentiel à proximité, jusqu'au moment où Macaulay est pris au piège dans les labyrinthes d'allées de jardins. Il tente de tirer sur Adamson et ses collègues, mais les policiers en surnombre prennent le dessus. Et comme un rappel à la conversation qu'il venait d'avoir au restaurant, Adamson lui tire dessus à 6 reprises. Macaulay est mort. Et voilà donc l'histoire de Heat et ses liens avec des événements réellement survenus. Alors évidemment, à aucun moment dans le film il est mentionné inspiré de faits réels, bien que je pense que c'est précisément ce à quoi on a droit lorsqu'un film l'indique. Je trouve donc honnête de ne pas en avoir fait un outil marketing. Et surtout, comme je l'ai répété durant cette vidéo, ce qui rend ce film aussi extraordinaire, c'est la manière d'avoir pu, en seulement un film, intégrer autant d'intrications, d'histoires et d'enjeux entre les personnages. Je me suis toujours dit que le film avait pour personnages principaux Anna et Macaulay, mais après avoir fait toutes ces recherches sur ce film, je me rends compte que j'ai beaucoup plus écrit sur Macaulay que sur Anna. Comme si, d'une certaine manière, le film est tout de même plus focalisé sur la métamorphose du personnage du voyou que sur la stagnation du policier. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui nous fait être tous attristés par la mort de Macaulay à la fin du film. Comme je vous le disais en début de vidéo, Michael Mann vient tout juste de publier Heat 2. Pour l'instant, cette histoire se déroule sous la forme d'un roman. L'histoire se passe à deux époques par rapport au premier épisode, comme dans Le Parrain 2, dans lequel on assiste à la fois à un préquel et à la suite du premier film. Mann a d'ores et déjà signifié son intention d'en faire un film, et je suis impatient de voir le résultat. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce que vous êtes plutôt d'avis que c'est risqué et casse-gueule? Quel que soit votre avis sur la question, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo et j'espère que vous avez appris des choses et surtout, je compte sur vous pour écrire toujours en commentaire ce que j'ai oublié de raconter à propos de ce film. En attendant, je vous souhaite de voir plein de bons films dans les meilleures conditions possibles. On se revoit très vite avec un nouveau film à décrypter. Prenez soin de vous et à très vite. Bye.